Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Précédemment, nous avions vu ce qu'est la théorie de la justification du système par Jost et Banerjee. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche juste en haut pour avoir plus de détails sur la base de cette théorie. Nous avions parlé que nous vivons dans un système inégal et injuste, dans la mesure où certains groupes font partie des dominants alors que d'autres sont dominés. Cela amène à un déséquilibre dans l'accès, le contrôle et la distribution des ressources, qu'elles soient matérielles, sociales, psychologiques. Les individus issus du système ont recours à des moyens pour justifier ces inégalités, plus particulièrement le recours aux idéologies légitimatrices et les stéréotypes. Aujourd'hui, je vous propose de s'intéresser à ces idéologies légitimatrices. Les idéologies légitimatrices, pour faire simple, ce sont des croyances, des modes de pensée permettant de justifier l'ordre social établi. Dans le cas de la justification du système, elles sont à la fois antécédents et conséquences. C'est-à-dire qu'elles produisent la justification du système et elles la renforcent. Il y en a plusieurs, mais nous allons voir celles qui sont les plus importantes. Parmi celles que je vais vous présenter, il y a l'orientation à la dominance sociale, l'éthique protestante, la croyance en un monde juste, la méritocratie, la distance par le pouvoir. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y aurait beaucoup à dire sur les effets de ces idéologies. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je pourrais développer le sujet dans d'autres vidéos. Nous allons commencer avec l'orientation à la dominance sociale. Cette idéologie résulte de la conviction que certains groupes sont supérieurs à d'autres, qu'il est naturel que certains disposent de ressources, de privilèges comparés à d'autres. Cela se repose sur des bases telles que la compétence, le mérite, les origines. Un cas très connu aux États-Unis, c'est le Ku Klux Klan, une secte qui a endoctriné des millions d'Américains dans la croyance que les Blancs américains étaient supérieurs aux Afro-Américains, ce qui légitime les privilèges accordés aux Blancs et les injustices infligées aux Afro-Américains. Le Ku Klux Klan est le plus ancien groupe terroriste et raciste des États-Unis. I don't believe in segregation, I believe in slavery. Né après la guerre de sécession, l'Empire invisible s'est progressivement transformé en milice violente pour terroriser les esclaves affranchis. Anti-noirs, antisémites, anti-catholiques, le clan a enrôlé plus de 4 millions de membres dans les années 20, avant de disparaître. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Empire invisible ressuscite. Son but n'a pas changé. Assurer la suprématie blanche par tous les moyens. En France, par exemple, c'est le groupe social homme versus femme. L'homme est perçu comme faisant partie du groupe dominant, lui donnant plus facilement accès à des postes de haute responsabilité, à des différences de salaire pour les mêmes postes. Les périodes d'incertitude favorisent encore plus l'ODS car cela structure le rôle de chacun et rend l'environnement plus prédictif. L'éthique protestante du travail. Cela vient des chrétiens protestants. Cette éthique du travail repose sur des principes généraux. La valeur du travail, il est très valorisé de travailler. La discipline et la responsabilité. La réussite est considérée comme le résultat du travail acharné. L'épargne et l'investissement. Cela vient en opposition avec les dépenses immédiates pour se faire plaisir. La réussite, c'est valorisé socialement et vu comme la grâce de Dieu. Et la raison et le calcul économique, on va chercher à faire des profits. Cette idéologie a contribué au capitalisme,
Le fait d'aller travailler dur pour obtenir du matériel, se faire plaisir et se donner le sentiment d'avoir réussi sa vie. C'est également un pilier central dans le marketing de réseau, mettant l'accent sur le fait de travailler beaucoup pour atteindre une soi-disant liberté. En résumé, cette idéologie prône la discipline du travail acharné. À présent, la croyance en un monde juste. Alors celle-là, c'est une pépite. Ce qui arrive à un individu est la juste et nécessaire contrepartie de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit. Autrement dit, c'est un peu la croyance dans le karma. Derrière toute action, il y a un retour, qu'il soit positif ou négatif. Si la fille s'est fait violer, c'est parce qu'elle portait une mini-jupe, bien évidemment. Donc, c'est de sa faute. S'il est pauvre, c'est parce qu'il ne veut pas faire d'efforts, saisir d'opportunités pour changer de statut social. S'il y a une mauvaise notation, c'est parce qu'il n'a pas assez travaillé, etc. Cela permet de garder un sentiment de justice, de rendre le monde cohérent, stable et prévisible. Ça a des effets positifs sur le bien-être, l'optimisme, la réussite professionnelle, académique, la collaboration. L'accent est mis sur l'internalisation, c'est-à-dire sur la personne en elle-même, de par ses comportements, sa personnalité. On va davantage occulter le côté situationnel, tel que les concours de circonstances. Par exemple, les gens qui deviennent riches s'expliquent par leurs efforts et compétences. Il s'agit là bien d'une explication interne qui est propre à la personne. Il est perçu comme juste qu'une personne qui travaille beaucoup soit récompensée, mais cela reste une croyance. Pourquoi ? Parce que la richesse peut s'expliquer par des facteurs externes. Par exemple, l'environnement social, autrement dit, l'éducation transmise, les personnes qu'elle côtoie tous les jours, ou encore les opportunités de marché, etc. En résumé, on est dans la croyance que rien n'arrive par hasard et que si quelque chose arrive, cela vient en contrepartie du comportement de la personne. La méritocratie. Celle-là, je pense que la plupart des gens en ont conscience. Le système récompense les compétences et la motivation. Elle met l'accent sur la responsabilité individuelle. Les gens qui font des efforts, qui développent leurs compétences sont récompensés par le système. Un diplôme, un poste, une prime, un cadeau, etc. Comme dit l'adage, chacun selon ses mérites. Pourquoi s'agit-il d'une croyance ? Certains groupes défavorisés peuvent produire beaucoup d'efforts et avoir beaucoup de compétences, mais peuvent vivre la douleur et l'expérience de l'imperméabilité d'accès à un poste à cause d'une appartenance sociale. Par exemple, l'homme est perçu comme naturellement plus apte à accéder à des postes de leadership par rapport à une femme. Cela malgré tous les efforts produits par les femmes. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais à comparaison égale, l'homme est privilégié, donc ce n'est pas qu'une question de mérite. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Si un homme produit beaucoup d'efforts en se disant le travail finit par payer, mais qu'il n'obtient pas les résultats et cumule une série d'échecs, cela peut menacer cette croyance méritocratique. Donc, non, il y a des facteurs que l'on ne contrôle pas qui peuvent interférer avec les résultats, tels que la génétique, le groupe social d'appartenance, l'environnement social, l'éducation parentale, etc. Les Occidentaux sont assez ancrés sur cette idéologie et plus particulièrement le modèle américain, et en voici un bon exemple d'une propagande du Parti républicain. In America, only you are responsible for your destiny. Your life is largely your fault, for better or for worse. And blaming the results of your choices on other people will not solve your problems or make you happy. If you take responsibility for your shortcomings, you can also take responsibility for your successes. Racism, sexism, bigotry? Nope. Your identity is not holding you back. In America, you are only limited by your imagination and drive to succeed, not by the color of your skin, your gender, or who you date. Systemic oppression is not limiting anyone's successes. En résumé, la méritocratie résulte d'une croyance en l'équité entre nos efforts, compétences et le résultat escompté. La distance par le pouvoir.
Je ne vais pas m'attarder sur celle-ci car je compte en faire une vidéo à part entière. Cette idéologie met en avant la notion de pouvoir, qui est considérée comme une force de distanciation dans les relations sociales. Cela permet un contrôle asymétrique des ressources valorisées, entraînant une dépendance asymétrique. Une seconde notion à comprendre, c'est la volonté d'affiliation, c'est-à-dire le fait d'avoir envie ou non de créer du lien, d'être proche socialement avec une autre personne. Enfin, une troisième notion à comprendre, c'est la distance sociale. Ça renvoie à la théorie des niveaux de construit dont j'ai fait une vidéo complète que vous pouvez retrouver dans la description. Disons que la proximité sociale peut se placer sur un continuum allant de faible à élevé. Par exemple, le vouvoiement augmente la distance sociale car on a cette barrière psychologique, ou encore le niveau hiérarchique de la personne peut induire une forme de distance. On ne doit pas avoir le même comportement avec un collègue au même niveau hiérarchique que son N+2. Par ailleurs, plus la distance sociale est élevée et plus on va traiter les informations de manière globale, abstraite, schématique. Dans la mesure où plus on se sent distant de quelqu'un, plus on va mobiliser des pensées abstraites pour expliquer des observations du style, les traits de personnalité, les stéréotypes. On va davantage se focaliser sur ce qui est désirable que faisable. La distance sociale et le niveau de construit s'influencent mutuellement. Quand l'un augmente, l'autre augmente également. Bon, l'idée avec ces trois notions, c'est que le sentiment de pouvoir augmente la distance sociale, par conséquent le niveau de construit, ce qui réduit la volonté d'affiliation pour préserver cette asymétrie, par conséquent le contrôle sur les ressources. Ça a des conséquences car si l'on traite en haut construit, on va négliger la situation d'autrui, ce qu'elle peut ressentir, on va favoriser la désirabilité de l'objectif plutôt que la faisabilité. En bref, ça peut amener à de la négligence affective, de la supervision abusive. En résumé, dans la distance sociale par le pouvoir, le fait d'avoir du pouvoir motive les gens à le préserver et à mettre une forme de distance avec les autres pour maintenir cette asymétrie relationnelle. Cela peut amener à moins se préoccuper d'autrui et d'être davantage focalisé sur ses propres objectifs à atteindre. Certains d'entre vous se demandent peut-être, c'est quoi le rapport avec cette idéologie et la justification du système? Les gens ayant peu de pouvoir vont émettre des tentatives d'affiliation pour se rapprocher de celui qui a le plus de pouvoir. Mais celui qui a plus de pouvoir va émettre des signaux pour maintenir la distance. Ainsi, en situation de bas pouvoir, les gens vont justifier cette distance en attribuant des aspects positifs, tels que le leadership, la compétence, la responsabilité ou encore l'intelligence. Cela permet d'expliquer la logique des rôles attribués entre les membres de la hiérarchie du groupe. Comme je l'ai dit juste avant, je ferai une vidéo qui sera disponible dans la description sur cette idéologie, car il y a beaucoup d'éléments importants pour comprendre certains phénomènes, plus particulièrement en entreprise. Bon, il existe d'autres idéologies, mais je ne les développerai pas ici pour éviter de prendre trop de temps, mais à titre informatif, il y a le conservatisme politique, le marché libre et l'autoritarisme. Initialement, la question qui se pose, c'est pourquoi les groupes défavorisés justifient ce système comme juste, nécessaire et souhaitable, alors qu'il est clairement contre l'intérêt de ces groupes. Nous avons vu jusqu'à présent que nous vivons dans un système injuste. Ce système est créé et se maintient à partir d'idéologies. Les gens vont se servir de ces idéologies pour accepter le système dans lequel ils appartiennent, même s'il les désavantage. Mais comment vont-ils s'y prendre? Ils vont intérioriser certaines de ces idéologies qui contribuent au fonctionnement du système. Par exemple, chez les familles précaires, modestes, ils vont investir dans l'espoir que leurs enfants vont faire des efforts à l'école. Cela permettra la mobilité sociale, c'est-à-dire
obtenir des plus hauts diplômes pour changer de classe sociale, in fine avoir une meilleure situation financière que les parents. On appelle ça de la fausse conscience. On peut avoir des généralisations de sorte que les gens qui sont pauvres vont rationaliser leur situation défavorable par des explications internes, telles que le manque d'efforts, d'intelligence, de compétences, de motivation. Cela permet de mieux accepter les conditions de vie, les inégalités de ce système injuste et, comme je l'ai dit précédemment, de le légitimer encore plus que les groupes valorisés. Et je trouve ça juste incroyable que ce sont ceux qui sont défavorisés, dévalorisés, qui disent le plus que ce système est légitime. Cette intériorisation des idéologies leur donne l'illusion de contrôle sur leur destin. Seulement, la réalité est tout autre. Chercher des explications sur ce qui cause quoi, on appelle ça l'attribution causale. Il y a 3 facteurs, interne et externe. Interne, ça vient de nous. Externe, ça vient en dehors de nous. Stable versus instable. Stable, ça ne changera jamais. Instable, il est possible que ça change. Contrôlable versus incontrôlable. Soit on a du contrôle, soit on n'en a pas. Pour revenir à ces idéologies légitimatrices, l'attribution causale permettant de garder cette fausse conscience est considérée comme interne, contrôlable et instable. Cela peut laisser penser que les résultats dépendent uniquement de notre volonté et des efforts fournis. Et pourtant, quand on regarde le taux de réussite dans les études supérieures, on voit bien qu'il y a une reproduction sociale pour reprendre la théorie de Bourdieu avec le capital social, culturel et financier. Les ouvriers font des ouvriers, les cadres font des cadres, les dominants font des dominants, les dominés font des dominés. Cela montre que ce n'est pas qu'une question d'effort, mais de facteurs invisibles, tels que la prédisposition génétique à l'anxiété, à la dépression, à la richesse financière langagière dans laquelle l'enfant grandit. Les fonctions cognitives qui permettent de traiter l'information qui sont délétères chez certaines familles pauvres à cause du stress causé par leur situation financière et sociale. Bien évidemment, certains y arrivent à casser la chaîne de cette reproduction sociale, mais ils sont très peu à y arriver, car ça leur demande beaucoup plus de ressources personnelles à aller chercher, acquérir, développer, exploiter pour atteindre leur but. Par exemple, moi-même, je suis issu d'une famille d'ouvriers. J'ai fait un bac pro commerce. Reprendre des études à 27 ans en psychologie a été un réel challenge que j'ai préparé en 1 an en amont. Durant mes 2 premières années, ça m'a demandé des journées de 6h à 22h pendant des mois et des mois pour combler mon fossé intellectuel avec les autres étudiants et les exigences de l'université. En plus de cela, il y avait une sélection très rude pour le master, donc oui, l'intériorisation de ces idéologies peuvent nous aider à atteindre des buts, mais elles peuvent aussi donner l'illusion que si les gens réussissent, c'est uniquement qu'une question d'effort. Or, non. Des étudiants produisant autant d'efforts ne s'en sortaient pas car il y avait d'autres aspects tels que le manque d'argent qui crée du stress, qui retire du temps pour apprendre, ceux qui sont vulnérables psychologiquement. Il y a des facteurs plus difficilement contrôlables, voire externes, qui nous prédisposent à un faible taux de réussite. Bon. Pour résumer, les gens défavorisés croient davantage dans ce système par rapport à ceux privilégiés. Cela passe par la voie de l'adhésion à certaines idéologies, permettant la croyance d'un possible contrôle sur les résultats, mais ils peuvent aussi justifier le système par une seconde voie, il s'agit des stéréotypes. J'aborderai le recours aux stéréotypes dans la partie suivante pour ne pas se charger niveau assimilation de connaissances. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de prendre conscience des mécanismes sous-jacents dans nos comportements de tous les jours. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour soutenir la chaîne et je vous dis à très bientôt.